Rebonjour à toutes et à tous, à celles et ceux que je n'ai pas vus. On enchaîne sur cette deuxième table, donc autour du livre de Stéphane Layani, Le Monde a faim, qui commence à être un best-seller tellement on en parle. Alors là, on était sur la dimension économique avec les intervenants précédents. On est là sur l'aspect beaucoup plus sur la démocratie alimentaire ou le pacte citoyen. Voilà le thème de cette deuxième table. Alors l'idée de cette table, c'est justement démontrer que la souveraineté alimentaire n'a de sens que si elle est partagée par le plus grand nombre, alors que la précarité progresse. Comment faire en sorte justement que la qualité ne soit pas l'apanage de certains, d'une élite, mais au contraire un socle de santé publique? Comment bâtir un nouveau pacte social, un pont solidaire qui garantit d'une part un revenu digne aux producteurs, mais une assiette saine aux citoyens d'autre part, sans laisser personne de côté? Je le disais, une table 5 étoiles. Stéphane Layani, patron de Rungis, on ne le présente plus. Nous avons Nicolas Chaban, qui est fondateur de C'est qui le patron, que tout le monde connaît. Sa voix de baryton magistral est connue de tous. Et ensuite, nous avons une femme ouf dans une table, ce qui est rare. On avait Christiane Célia Tunk du Collège culinaire de France. Bienvenue. Et vous êtes la sentinelle du goût, en quelque sorte, on peut vous baptiser comme ça. Jean-Marc Borrello du groupe SOS, vous gérez des circuits de restauration collective. On n'en a pas beaucoup parlé dans la table précédente. Il faut en parler, c'est la logistique sociale. Et enfin, un agriculteur, un autre agriculteur, ils sont deux. Guillaume Chartier, qui est agriculteur aussi, et il est surtout ici en tant que président de la Fondation d'intérêt général Avril, et Ludovic Massacré, qui est le président d'Agri-Demain, et il est agriculteur aussi. Donc on a des profils complémentaires pour développer cette thématique plus sociale de l'alimentation. Alors commençons ce débat. Stéphane, dans ton ouvrage Le Monde a faim, tu refuses une alimentation à deux vitesses, en mettant la puissance industrielle des marchés de gros au service de la justice sociale et de la santé publique. Donc, on en a beaucoup parlé hier et encore aujourd'hui, des marchés de gros sur le plan économique, mais la dimension humaine est importante. Il suffit d'aller à 4 heures du matin sur Rungis pour visiter Rungis. Sébastien en a parlé, pour voir cette dimension humaine. Donc, ma question, comment les marchés de gros peuvent-ils devenir les remparts de cette précarité alimentaire? D'abord, on le sait assez peu, mais il y a beaucoup de Français qui n'ont pas accès à l'alimentation actuellement. On dénombre 14% de la population française qui est en état de précarité alimentaire. Et moi, ce que je dis, ils ne peuvent pas avoir la triple peine, c'est-à-dire ne pas avoir plus d'un repas par jour et en plus manger gras, salé, sucré et de façon irrégulière. Et donc, depuis des années, notamment avec Jean-Marc Borrello, on lutte contre cette précarité alimentaire parce que, heureusement, il y a beaucoup d'invendus et ces invendus permettent de donner aux associations ou de vendre à bas coût, notamment grâce au potager de Marianne. Et ça, c'est vraiment très important. C'est à partir du moment où on a un marché large, on peut avoir un véritable bouclier social, briser cette triple peine. Et si on n'a pas de logistique, dans ce domaine comme dans les autres, s'il n'y a pas de logistique du vivant, eh bien, on n'est pas capable d'amener ce qu'on produit aux consommateurs. Et c'est tout le rôle des marchés de gros. Et je dois dire que le groupe SOS, et notamment son président Jean-Marc Borrello, a beaucoup fait pour généraliser l'action de l'ensemble des 25 marchés de gros de France avec les épiceries solidaires, Landès, qui est une des différentes filiales du groupe SOS. Et ça, c'est très important parce que grâce à nous, c'est 3 millions de repas qui sont donnés, grâce à Rungis, c'est 3 millions de repas qui sont donnés chaque année. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous retirera pas. Dans ton ouvrage, tu parles justement de ce beau terme dont on soulignait la justesse hier, de cité de l'alimentation. Est-ce que c'est justement tout ce que recouvre cette notion de cité de l'alimentation? C'est-à-dire, en quoi cette cité peut-il garantir le droit à une alimentation de qualité pour tous? Moi, je pense que c'est l'architecture de la dignité. Si on est capable
de réunir sur un même lieu l'ensemble des acteurs de la production, de la transformation, de la distribution, eh bien, évidemment, on sera capable de trouver un business model à l'action sociale. Parce que le fond du sujet, c'est qu'il n'y a pas d'action sociale sans business model. Il n'y a rien de gratuit en ce bas monde. Il y a des coûts. Ces coûts, il faut les absorber. Et donc, Nicolas Chaban, par exemple, ou le président de la Fondation Avril, ils savent très bien que pour avoir une action positive vis-à-vis de l'amont, il faut être capable d'absorber les coûts. Et pour absorber les coûts, il faut une forme de massification, mais cette massification ne doit pas donner lieu à une lecture unique par le prix, parce que la lecture unique par le prix, elle est trop simplificatrice. Et donc, moi, je milite dans la création de grandes cités de l'alimentation où les producteurs puissent apporter leur production, où les distributeurs, tous, des plus petits aux plus gros, puissent acheter au meilleur coût en fonction de l'offre et de la demande, et que tout cela participe à aider les moins nantis, parce qu'ils auront justement des volumes très très importants. Et ça, je pense que c'est très important. C'est ça la cité de l'alimentation. Oui, alors justement, ça fait le lien avec Nicolas Chaban, merci d'être là, fondateur de C'est qui le patron. On peut dire l'activiste du juste prix. Par rapport à ce que vient de dire Stéphane, est-ce que c'est en fait la démonstration, avec C'est qui le patron, que c'est le consommateur qui reprend le pouvoir sur les prix? Bon, déjà, il faut dire une chose, c'est que les consommateurs n'ont jamais perdu le pouvoir, ils l'ont depuis toujours. Parce qu'il n'y a pas un centime de ce vaste monde économique qui ne sort pas de nos poches, hein. L'argent ne vient pas d'une autre planète. Le 1er janvier, tout l'argent de l'année et des dépenses est dans la poche des citoyens. Jusqu'à aujourd'hui, on avait un peu finalement le marketing et la com qui nous expliquaient où mettre de l'argent. Là, on relève la tête et on se dit à quoi il sert. Qu'est-ce que je finance derrière mon acte d'achat? Et c'est comme ça que les choses ont changé. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas cette transparence-là, on va refaire un truc très simple. Il y a 5 briques de lait devant moi. Je suis dans un magasin en 2016. Il y en a une qui est un peu plus chère, mais je ne sais pas pourquoi. On va tous acheter la moins chère. Une fois qu'on a su, puisque nous, on est des consommateurs, je le répète, on est une coopérative de consommateurs, il n'y a pas d'enjeu financier, il n'y a pas de sortie d'argent, et la structure est pérenne, ne sera jamais ni revendue, ni changera de main. Ça sera toujours la maison des consommateurs et des producteurs. Et quand vous enlevez la dimension financière, même si je sais qu'elle elle est importante, tu le dis bien sûr, quand il n'y a plus l'enjeu financier, il y a 15 millions de gens qui achètent des produits solidaires. Cette brique, ce n'est pas pour les podiums, mais c'est pour vous dire qu'il y a un chemin solidaire possible. Ben, elle est devenue la brique de lait la plus vendue en France, hors MDD. C'est la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans. Le monde économique, avec des millions d'euros à créer des marques. La deuxième marque, c'est Fousti, par exemple, c'est Coca. Bon, ben celle-là, sans pub à la télé, sans commerciaux dans les magasins, elle a montré que, évidemment, elle pouvait faire passer un message. Et le dernier petit message, c'est que, et encore une fois, n'entendez pas ça par des podiums et des chiffres dont on se fout quand même un peu quand on pense notamment aux producteurs. C'est pas l'exploit des chiffres. Elle est rentrée dans les 50 produits les plus vendus de France. Coca-Cola, Cristalline, Ricard. On a vu ça. Et elle n'est pas dans les 50 parce qu'elle est la moins chère et qu'elle a beaucoup de pubs à la télé et qu'elle est en promo. Elle est dans les 50 parce qu'elle est solidaire. Voilà la nouveauté de ce que nous, consommateurs, on essaie de faire passer comme message. Dites-nous où va l'argent. On est des arbitres naturels. On est des patrons de fait. Et je pense qu'on va réorganiser un petit peu différemment. Un mot rapidement. Il y a 30% de familles, tu as dit 14%, qui ne peuvent pas mettre 4 € de plus par an. Elles voudraient le faire. Quand tu as du mal à nourrir ta famille, tu ne peux pas. Qu'on aille rechercher, on n'en a peut-être pas encore parlé, vous en avez parlé, le gaspillage alimentaire. Mais le Stade de France remplit à ras-bord chaque année de produits qui ne voient pas un estomac humain. Voilà ce que c'est 10 millions de tonnes. Mais les 70, ce que j'ai dit à Michel-Édouard Leclerc, à tous les 70% qui peuvent mettre les 4 €, quand ils arrivent dans un magasin, combien de produits ils trouvent facilement? C'est là où il y a un problème. On est 70% à pouvoir le faire. Ça va maintenir des producteurs qui bossent dur. Ces producteurs, ils nourrissent aussi toutes les familles qui sont en difficulté. Il faut qu'on arrête de parler du prix bas
Il y a un juste prix. Il n'est pas plus cher, le juste prix. Il est au juste prix. Parce qu'en fait, on dit que le consommateur, souvent, il est ambivalent. Il crie pour plus Non, d'environnement, mais il achète plus bas. Mais l'exemple de Chine démontre quand même qu'il entend, il a conscience d'un certain nombre de choses. Chine, c'était plus 60% l'an dernier. Aujourd'hui, ils sont à moins 10. Ouais, c'est ça. Il y a toujours une proportion, il faut respecter tout le monde, hein, de gens qui ne peuvent pas. Enfin, faut voir ce que c'est quand tu as du mal à nourrir, à vêtir ta famille. On va pas t'expliquer les plus belles choses morales du monde. Mais bon sang, mais que tous ceux qui ont la capacité à le faire le fassent. Parce qu'on va le rappeler, hein, 27 fermes, maintenant c'est 35 par jour. Ça a augmenté. 300, on était à 390 000 exploitations, on est à 345 000. On vient de passer un cap. Dans 5 ans, la moitié des producteurs part à la retraite. Est-ce que les enfants vont venir reprendre les fermes de parents qu'ils ont vu galérer toute la vie? Pas toujours. Donc si on n'a pas cette nourriture chez nous, à côté de chez nous, on va parier sur quoi? Le bateau du bout du monde qui va serpenter entre les conflits pour venir jusqu'ici, s'il n'est pas racheté en chemin. Non mais arrêtez. Les producteurs, ils sont autour de chez nous. C'est pas possible en France, quand tu es producteur et que tu nourris les autres, que tu aies des problèmes à te nourrir toi-même. On en parlait là, et je sais qu'il y a les producteurs de noisettes en difficulté qui étaient là tout à l'heure. Il faut quand même se rendre compte que notre argent, il faut qu'il aille aux bons endroits. Très bien. Alors, dans ce débat, il y a la notion de qualité. Alors, Célia Tung, vous êtes au Collège culinaire de France. Le Collège culinaire de France, qu'est-ce que c'est? Quelle est déjà sa spécificité par rapport à d'autres réseaux qui sont nombreux dans le domaine culinaire? On le sait, 37% des Français déclarent ne pas manger. Ça a été dit correctement, les jeunes spécialement. Alors, en fait, la qualité n'est pas un luxe, c'est une culture de la santé à préserver. Oui, merci. Beaucoup de questions dans votre phrase pour définir déjà le Collège culinaire de France en une phrase. Collectif indépendant qui a été créé pour réunir tous ceux qui font la gastronomie artisanale. Et dans le mot gastronomie, c'est pas la gastronomie élitiste, mais la gastronomie telle que le définit Brillat-Savarin, à savoir tout ce qui constitue l'homme en tant qu'il se nourrit. Et donc, c'est 3000 producteurs, artisans, restaurants à travers toute la France. Et maintenant un collège culinaire au Japon et en Belgique, qui a essayé de réunir les personnes qui nourrissent les autres en produisant, en transformant, pour essayer de promouvoir la diversité face à l'industrialisation et la standardisation de l'industrie agroalimentaire. Donc effectivement, ces 3000 artisans, c'est 120 métiers différents de la gastronomie qui au quotidien œuvrent pour nourrir les gens, vivent de leur métier aussi. On parlait de la juste rémunération des producteurs. L'idée aussi, c'est d'essayer de les sensibiliser à ça. Beaucoup de producteurs ne savent même pas combien valent leurs produits. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de producteurs que j'ai entendu dire « mais moi, mon produit, je le vends 4 balles, mon fromage, parce que tout le monde le vend 4 euros sur le marché, mais quand on calcule le coût de production, il est bien plus élevé que ça, et ils n'en ont pas conscience. » Donc, c'est d'essayer de les sensibiliser à comment connaître leur modèle économique pour réussir, et non pas à survivre de leur métier, mais à vivre de leur métier. Parce que si on veut attirer des nouveaux producteurs à faire ces métiers, je pense qu'aucun jeune n'a envie de faire un métier où il n'arrive pas à vivre de son métier. Donc il faut aussi montrer que ces métiers de la gastronomie, que ce soit producteur ou restaurateur, sont des métiers d'avenir et arrivent à faire vivre les personnes qui nous nourrissent tous au quotidien. Alors justement, quelles actions vous menez? Alors c'est beaucoup d'actions B2B dans un premier temps, justement de sensibilisation, de mise en relation. C'est un laboratoire d'expérimentation. On a la chance d'avoir 3000 artisans, des plus petits aux plus gros. Il n'y a pas de notion de taille. Moi, il y a des termes réunissant à la fois des restaurateurs et des producteurs. Il y a des termes qui m'agacent beaucoup. C'est la notion de petit producteur et de grand chef. Alors, on a l'impression que pour être un bon cuisinier, il faut être grand. Mais pour être un bon producteur, il faudrait bien rester petit. C'est pas une notion qui, si on veut continuer à pouvoir nourrir les gens demain, me paraît très habile. C'est une sensibilisation aussi des écoles hôtelières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écoles hôtelières formés à la technique. On en a là, il y a Médéric qui est là. Bah oui, Médéric qui est membre aussi du Collège culinaire de France. Donc, c'est d'expliquer que justement dans les écoles, on doit les sensibiliser à savoir cuisiner, mais que ça va bien au-delà. C'est à savoir respecter les producteurs, c'est à savoir acheter, c'est à respecter la saisonnalité, c'est à savoir faire des food costs, c'est à
créer du lien entre les producteurs, la cuisine, la salle et le consommateur final, qu'on n'aime pas appeler consommateur, mais qu'on va plutôt appeler citoyen, parce que je crois qu'effectivement, le citoyen a un devoir et fait des choix avec son porte-monnaie. Donc c'est important aussi. Et puis, c'est de la sensibilisation aussi aux citoyens, avec des événements comme des dîners complices, des marchés complices. J'entendais à la table ronde précédente quelqu'un qui disait, en tant qu'urbain, on n'est pas tout le temps à côtoyer les producteurs, les agriculteurs. Et ben, c'est aussi donner la possibilité aux citoyens, à travers des actions qu'ils ont l'habitude de faire, qui soient, pour ceux qui ont la chance d'aller au restaurant ou d'aller sur le marché, de rencontrer les producteurs et les agriculteurs eux-mêmes. Alors, malgré les chiffres qu'on a donnés autour de la table, est-ce que vous êtes confiante? Est-ce que les choses évoluent quand même positivement? Oui, je suis confiante parce qu'on a la chance de voir beaucoup de néo-producteurs, de néo-agriculteurs. Les NIMA, les fameux NIMA. Oui, c'est que les métiers attirent. Je suis confiante aussi, il y a une étude qui est sortie, Olivia Grégoire, qui a réussi à faire voter à l'Assemblée nationale justement l'implication. Et quand je vois 1 jeune sur 2 aurait aimé apprendre à mieux manger, je trouve ça assez encourageant. 43% regrettent les mauvaises habitudes transmises par leurs parents. Bah ouais, je suis confiante, ça veut dire que les jeunes générations ont envie. Et je pense que les gens qui produisent, les gens qui cuisinent ont envie aussi. Donc oui, c'est encourageant. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, au contraire. Mais il y a un message positif. J'entendais quelqu'un qui parlait arrêtons d'être négatifs, soyons positifs et mettons en avant ce qui marche et ce qui fonctionne. C'est aussi ça l'idée. Et il y a des choses qui fonctionnent. Alors, on va passer justement au collectif avec Jean-Marc Borrello. Jean-Marc, vous êtes donc du groupe SOS. Vous nous direz en 2 mots ce que c'est. Vous êtes engagé dans l'entrepreneuriat social. Vous avez géré, et vous gérez, des circuits de restauration collectifs solidaires. Stéphane l'a dit, pour les plus démunis. Alors, il y a un exemple concret, je crois, c'est le potager de Marianne. Stéphane l'a évoqué. Pouvez-vous nous dire un petit peu concrètement ce que vous faites pour incarner votre mission? Alors, très vite, le groupe SOS est un groupe associatif qui gère des établissements, des hôpitaux, des maisons de retraite, des maisons d'enfants, des centres pour personnes handicapées, etc. Sauf qu'il en gère plus de 1000, ce qui veut dire que nous avons une première responsabilité, c'est choisir ce qu'on décide d'acheter et pas forcément avec des critères uniquement de prix, mais plutôt avec des critères de proximité, de qualité et de juste prix, plutôt que de choisir systématiquement le moins cher. Donc ça, c'est la première des responsabilités, parce que sur l'ensemble de ces établissements, évidemment, on sert des centaines de milliers de repas tous les jours, et matin, midi et soir. La deuxième responsabilité, c'est forcément de faire en sorte que ces repas soient de qualité et d'être plutôt en avance, y compris dans les crèches, sur les produits biosourcés, locaux, etc. Donc ça, on essaie d'être exemplaire, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de logique économique chez nous non plus, puisque le groupe est strictement associatif, et donc il n'y a ni actionnaire ni dividende, ce qui nous permet de faire des choix quelquefois plus équilibrés que si les actionnaires devaient voter ma réélection tous les 3 ans. Donc ça, c'est une première responsabilité. Il y a un secteur transition écologique qui, évidemment, prend en compte ces sujets-là, avec Ferme d'Avenir, qui accompagne plus de 1000 jeunes agriculteurs qui ont envie de s'installer. Près de 300 fermes qui ont été créées sur des critères plus vertueux que ce qui pouvait se faire ailleurs. Donc il y a une deuxième responsabilité, une vraie formation sur l'ensemble des personnes qui sont prises en charge, parce que évidemment l'alimentation, ça participe à la santé, aussi bien dans les crèches que chez les personnes âgées, et donc il y a un vrai sujet autour de mieux vivre sa santé avec l'alimentation. Et on essaie d'avoir plusieurs objectifs en même temps. Et donc, avec mon ami ici, on essaie, avec le potager de Marianne, de répondre à 3 objectifs. Alors, c'est quoi le potager de Marianne? Le potager de Marianne, c'est une entreprise d'insertion qui récupère des tonnes et des dizaines et des centaines de tonnes de produits invendus, qui les reconditionne et qui les expédie dans un réseau que nous avons créé il y a 20 ans, qui s'appelle les épiceries solidaires. Épicerie Andes, donc l'association nationale des épiceries solidaires, qui permet à des gens en situation de précarité de choisir des produits, mais de les payer entre 10 et 30% de leur prix, voire pas du tout dans un certain nombre de cas. Donc, nous formons des gens aux produits de consommation, et d'ailleurs on voit bien en Rungis que certains des jeunes gens éloignés de l'emploi qui ont travaillé au potager de Marianne ont été embauchés
par nos voisins à Rungis. Donc on a un premier sujet, donner une formation. Deuxième sujet, éviter des milliers de tonnes d'invendus. Troisième sujet, amener de la qualité, y compris chez ceux qui ont le moins accès à la qualité, parce qu'évidemment, si vous récupérez uniquement des produits secs qui ont été donnés à la sortie du supermarché, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, etc. Donc, le triple objectif que d'ailleurs nous avons développé, puisqu'aujourd'hui il y a 6 structures au-delà de Rungis, et nous avons bien l'intention avec Stéphane de continuer à développer ça, répond à l'ensemble de ces impératifs avec une mesure de l'impact qui est assez précise en matière de formation, de produits qui ne sont plus bénés et de livraison de millions de repas à des gens qui ont des difficultés pour se nourrir convenablement. Justement, c'est comment vous le mesurez, l'impact à la fois sur la santé, sur vos initiatives, et sur l'autonomie des citoyens, je crois. Absolument. Alors, nous sommes très engagés dans l'impact. D'ailleurs, nous organisons tous les ans le sommet de la mesure d'impact au CESE, qui réunit 6 ou 7 000 personnes sur l'ensemble des sujets politiques publiques, politique commerciale, politique sociale. Et nous travaillons à repérer, en l'occurrence le potager de Marianne, combien de jeunes ont obtenu un emploi alors qu'ils étaient éloignés d'emploi, combien de tonnes de produits ont été utilisés au lieu d'être bénés, combien de produits sont arrivés dans les épiceries solidaires et combien de repas convenables ça a permis de créer. Donc il y a une mesure très précise de l'impact de ces 3 sujets. Très bien, merci. On va continuer avec Guillaume Chartier, qui est un agriculteur. Il nous dira où, ce qu'il produit, c'est toujours intéressant, mais il est aussi président de la Fondation Avril. Guillaume, merci d'être là. Alors la Fondation d'Avril, c'est une fondation d'intérêt général. Quelles sont ses principales missions? Alors bonjour à tous. Merci de l'invitation, Gilles. Guillaume Chartier, donc je suis agriculteur en polyculture dans l'Oise, 20 minutes au nord de Roissy. Je ne travaille que du végétal, mais c'est du vivant, c'est de la grande culture, diversification en méthanisation, un petit peu d'énergie. Et j'ai planté récemment, il y a 2 ans, quelques hectares de noisetiers. Donc voilà, on est dans le sujet, on recroise. Je suis président aujourd'hui de la Fondation Avril. La Fondation Avril, c'est une fondation d'utilité publique. On a comme mission statutaire, je dirais pour résumer, deux axes. Le premier axe qui nous concerne aujourd'hui, c'est rendre une alimentation saine et accessible à tous. Et puis le deuxième axe, c'est remettre un petit peu en exergue le rôle des agriculteurs dans leur territoire et de faire le lien à chaque fois un petit peu entre ces 2 piliers. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que l'on fait sur les territoires. On accompagne des associations, on accompagne des démarches sur les territoires. On se veut faire un diagnostic de l'existant sur le territoire et donner des synergies entre les différents acteurs du territoire par rapport à l'alimentation. Il faut recréer absolument dans l'éducation à l'alimentation le lien entre le consommateur, le citoyen et l'acte de production. Pour ça, ça s'inscrit à différents niveaux et il faut aussi bien que les producteurs soient mis en valeur, que les chefs soient mis en valeur aussi, l'acte de cuisiner, de transmettre le savoir-faire. Et puis derrière, le consommateur, le jeune, puisqu'on va s'adresser essentiellement à des jeunes, leur réapprendre, les éduquer à bien manger. Alors, vous êtes donc très axé sur l'éducation à l'alimentation. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent là-dessus. Alors, je crois que vous travaillez à la Fondation sur un projet spécifique qui s'appelle le projet Caster. Oui. Qu'est-ce que recouvre ce projet? Alors, déjà, ce projet, on ne l'a pas sorti du chapeau comme ça. On a, pour nos 10 ans l'année passée, on a organisé des ateliers de travail avec nos différents partenaires, nos différents cercles avec qui on travaille. À partir de ces cercles, il y avait une journée de travail sur l'alimentation, sur l'éducation à l'alimentation. Et donc, Caster, c'est culture alimentaire saine et durable en territoire. Nous accompagnons sur les sujets, toujours sur du pluriannuel dans la durée. On n'a pas vocation à rester. Ce que l'on veut faire, c'est aider à structurer. On n'a pas beaucoup de moyens, donc on apporte surtout de l'ingénierie, de l'expertise pour la mise en relation, pour la mise en œuvre des outils partagés,
Comment mettre en place une plateforme pour réduire les coûts sur les différents territoires? Ce que l'on fait sur un territoire, comment on peut l'essaimer après sur d'autres territoires? Voilà, l'essentiel de notre action est la mise en relation des acteurs dans la formulation, on va dire, d'une filière ou la création de liens entre les acteurs de ces filières, de la filière de l'alimentation, qui sont du producteur au consommateur. C'est aller dans les cuisines professionnelles, aller dans les restaurants, dans les écoles. Voilà. Merci Ludovic, en tant qu'agriculteur, bien sûr président d'Agri-Demain, mais justement par rapport à ces différentes des initiatives, c'est qui le patron, Caster, comment tu réagis? Est-ce que tu vois qu'il y a une organisation qui se met en place sur l'ensemble de la chaîne de la production et qui prend en compte beaucoup mieux le rôle du producteur et sa rémunération? Je pense que tu as très bien résumé et la question que tu me poses, elle est essentielle. C'est-à-dire que quand on voit les différentes actions, notamment celle qui est menée par C'est qui le patron, Nicolas, tu as expliqué la brique de lait, mais il y a aussi le paquet de farine. Je suis céréalier, je produis de la farine. Stéphane, tu sais, je t'en avais parlé, c'était quand même mon champ de bataille, c'est ma filière, c'est mon cœur. La farine, C'est qui le patron, c'est 0,33 centimes le kilo en rémunération directe aux producteurs, aux céréaliers. C'est 333 € de tonne actuellement. Ce que je vends, c'est un prix marché à 160 € tonne. Donc, dans le prix fixé, dans le prix qui a été mis dans la farine, C'est qui le patron, chaque acteur de la filière est rémunératrice. Ce qui veut dire que essentiellement, au bout d'un moment, quand on se donne les volontés de vouloir arriver de l'intérêt général de nourrir la population jusqu'à arriver vers ceux qui ont moins de moyens, vers un marché interne, un marché de Mine France qui, comme je te disais Stéphane, peut-être que le pavillon de la farine pourrait être le bienvenu et là, ça serait dans toutes les mines de France, peut-être un petit curseur supplémentaire par rapport à nos productions, mais aussi, Guillaume, comme tu l'as expliqué, sur la transformation de l'huile, parce que oui, on l'a dit, il faut expliquer, il faut éduquer. Olivier Grégoire, eh bien, effectivement, a mis un texte de loi qui, pour l'instant, a été voté aux députés, mais qui va arriver chez les sénateurs. De donner l'éducation à l'alimentation, c'est aussi expliquer comment est fait le produit. Sur la filière Oléopro, il y a la filière aussi de trituration, cette notion de on nourrit avec des omégas et autres qui vont arriver vers l'existant et le besoin humain, mais aussi le besoin de nourrir nos troupeaux, parce qu'on sait que derrière ça, on a aussi une filière qui est structurée vers l'élevage. Donc c'est très complémentaire ce que tu viens d'expliquer aussi, Nicolas. Par an, 1,20 €. Et je dois préciser que ce prix fixé par les producteurs, sur notre consommation annuelle de farine, ça nous coûte à nous, consommateurs, sur une année, 1,20 € en plus. 1,20 € en plus. Voilà ce qui est le juste prix du travail des céréaliers. Et à ce titre-là, cette démarche, et on est tous pourvoyeurs de cette démarche-là, est essentielle. Et essentielle parce qu'effectivement, demain, il faut soutenir la filière, il faut soutenir les filières, il faut soutenir l'alimentation, il faut soutenir l'équilibre et la sécurité alimentaire. Et ça, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, mais derrière ça, il y a beaucoup d'enjeux. Je suis dans des zones un peu intermédiaires, on va dire même carrément intermédiaires. J'ai besoin d'eau. Voilà, monsieur le ministre de l'économie, excusez-nous. Ça va, mon ami? Tu vas bien? Ouais. Bonjour, monsieur. Désolé, je vous ai interrompu. Monsieur le ministre, vous êtes le bienvenu sur le stand Agri-Demain. Donc, le Agri-Demain, vous connaissez Nicolas, bien sûr. Vous êtes productrice? Voilà, donc le stand Agri-Demain, voilà le président. Donc, voilà, mais tu peux dire ce qu'on fait. Alors, effectivement, bienvenue, monsieur le ministre, sur notre stand où, effectivement, nous participons à une table sur les intérêts généraux du... Bienvenue à tous. Bienvenue, effectivement, Agri-Demain, et nous participions donc à une table essentielle sur la souveraineté, sur les besoins d'avoir le juste prix, de rémunérer nos agriculteurs, nos acteurs. On parlait de différentes actions... Non, pardon, excusez-moi, on est sur... on est sur l'alimentation comme une arme sociale. Voilà. Et l'arme sociale qui est, bien sûr, la nourriture 3 fois par jour que nous consommons est un axe vraiment très majeur
dans notre pays, identitaire, et nous avons effectivement culturel et social, au travers de cette table que nous avons grâce à Stéphane et tous les acteurs ici présents, une bonne représentation du besoin d'apporter non seulement la juste consommation, la juste sécurité alimentaire et la juste répartition aussi économique. Nous, avec les potagers de Marianne, on économise des milliers de tonnes d'invendus qu'on récupère à Rungis et avec lesquels on livre nos épiceries solidaires, nos 600 épiceries solidaires. 3 millions de repas. Grâce à lui. Grâce à lui. Ouais. C'est un numéro de duettiste, hein, t'inquiète pas. Et Monsieur le ministre, dernière chose, je vais vous présenter les Journées nationales de l'agriculture que nous avons lancées il y a 6 ans. C'est comme les Journées européennes du patrimoine, mais dédiées à l'agriculture. Il y a 2000 sites qui ouvrent chaque année, 200 000 personnes touchées. Rungis est avec nous, nous soutient là-dessus. Donc, ça serait bien aussi que le ministère de l'économie en ait conscience. Mais le ministère de l'Agriculture accompagne, hein, je le précise. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Si vous voulez dire un mot. D'abord, merci. Je suis désolé d'être arrivé en plein échange et de vous avoir. Non, moi, je suis très heureux parce que, d'abord, le Salon de l'Agriculture, pour moi, c'est un rendez-vous incontournable du ministre de l'Économie comme, évidemment, de la ministre de l'Agriculture. Et je suis très heureux de voir des initiatives où on rassemble autour d'un bon repas, en plus, des consommateurs, des producteurs, des transformateurs, des vendeurs, et qui travaillent dans une logique de rassemblement et d'union autour d'une cause qui doit nous rassembler. On est bien conscient qu'on traverse une période difficile, hein, à la fois sanitaire, géopolitique, économique et autres. Donc on est là aussi pour vous soutenir et féliciter des initiatives de ce type parce que c'est vraiment très très utile. Merci beaucoup. Merci. Dernière chose, on a dans les acteurs utiles aussi, il y a l'énergie qui prend une place de plus importante dans l'agriculture. Vous avez derrière vous les ombrières de TSE. Donc si vous voulez jeter un œil sur la façon dont l'énergie est prise en compte dans les exploitations, n'hésitez pas. Ah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Parce que... Ah oui. Comment? Ah, ouais. Bon, merci. Je vous en prie. Bravo. Merci. Vous notez? C'est intéressant, je ne connaissais pas votre fondation. Je suis sûr qu'on a plein de liens. Merci, bon salon, oui. Alors, on a perdu Nicolas Chaban du coup, mais on avait quand même bien avancé sur cette table. Comment? Stéphane, où est-ce qu'il a disparu? Ah, il est là. Alors, Ludovic, t'en étais où? C'était Écoute, j'en étais à la répartition, à l'intérêt effectivement d'avoir une chaîne bien complète entre les utilisations de nos productions, de notre travail en fait, hein, le respect de notre travail. Voilà, j'ai expliqué aussi que les actions aussi au niveau des transformations, au niveau Avril ou sur la fondation qui pouvait mettre en avant un petit peu, et beaucoup même d'ailleurs, toutes les actions de communication au sein du produit en lui-même, un produit noble, qui est une filière qui, je dirais, sur mon axe de production majeur sur mon exploitation, est celle qui est la plus rentable à l'heure actuelle, parce que la plus sécurisante, parce que la plus vertueuse. Et hier, on avait une table autour de du miel. Eh bien voilà, cette filière Oléopro, cette filière identitaire qui marque l'intérêt de notre premiers salariés sur nos exploitations qui sont les petites abeilles, eh bien, voilà, la boucle est bouclée et l'intérêt général d'avoir une alimentation vraiment respectée, induite et qui nous donne la liberté de pouvoir consommer 3 fois par jour quelque chose de sain, serein, c'est essentiel chez Agridemain. Alors, Stéphane, par rapport à tous ces exemples qui ont été présentés, justement, comment transformer le réseau des marchés de gros en un outil de lutte directe contre l'exclusion? Alors, il y a les exemples qui ont été faits, mais est-ce que ça peut être généralisé aux 25 marchés de gros? Et même hier, on était sur l'international. Comment tu vois ça? Moi, je pense que d'abord, l'exclusion alimentaire, c'est une des exclusions les plus graves. L'exclusion du marché du travail, c'est une des exclusions les plus graves. Et que les marchés
du fait qu'ils offrent des travaux pas toujours très qualifiés, et par ailleurs qu'ils ont des tonnes et des tonnes de nourriture, peuvent être une porte d'entrée à cette question pour des sociétés structurées qui ont un business model, une vision et qui ont des indicateurs. Parce que nous, on ne travaille pas sans KPI. Si on n'a pas d'indicateurs, on ne peut pas aller au bout de nos objectifs. Et donc, c'est ça qui me conforte dans mon action, surtout avec le groupe SOS, c'est qu'on a des rapports équilibrés, on sait ce qu'ils produisent en tant que bonheur national brut et on sait ce qu'on peut leur donner. Et c'est comme ça qu'on peut travailler parce que sinon, c'est très facile, ça devient des danseuses et moi je ne crois pas aux danseuses, je crois au business model. En revanche, je pense que le mieux, c'est quand même d'éradiquer les problèmes à la source. Et pour éradiquer les problèmes à la source, il vaut mieux produire dans ce pays, retrouver des voies pour du travail non qualifié, puisque le problème du travail non qualifié, il existe, et redevenir un pays productif, industriel et agricole. Parce que tant qu'on s'exclura de ces champs-là, de l'agriculture et de l'industrie, eh bien, on sera une puissance secondaire en Europe. Et c'est très, très grave parce qu'on est en train de sortir, de basculer. Alors, évidemment, j'aime pas être négatif. Moi, je suis positif. Il faut rendre ces métiers attractifs. Et pour rendre ces métiers attractifs, il faut les mettre en avant. Il faut arrêter de pleurer, de donner le sentiment qu'on ne peut pas gagner sa vie en agriculture. Il faut changer la donne totalement. Et heureusement, je vois qu'avec les jeunes agriculteurs, avec AgriDemain, on est sur cette mode-là. Et je crois que c'est très important de montrer qu'il y a un avenir en agriculture. C'est pour ça que moi, je plaide pour la création d'un fonds d'investissement avec les pouvoirs publics, le Crédit Agricole et la Caisse des dépôts de 30 milliards d'euros autour de l'agriculture et de la gastronomie, parce que c'est comme ça qu'on relancera ce secteur dans ce pays. Guillaume, je pense que ces propos te parlent directement, parlent à la Fondation. Toi qui œuvres sur le terrain, justement, pour à tous les métiers dont on parlait en matière de ruralité. Donc, comment tu peux fédérer un peu ces initiatives? Alors, on arrive à fédérer l'ensemble de ces initiatives déjà en identifiant les acteurs. Et on voit que les acteurs qui sont sur ce sujet, ils sont nombreux. Il y a un réel dynamisme de l'ensemble des acteurs et sur tous les territoires. Le projet pilote que l'on mène, il est sur la région d'Orléans. Mais en début de semaine, on était en Occitanie et l'Occitanie s'accapare, est venu vers nous et nous dit « mais on veut développer nous aussi, venez nous amener votre expertise sur les territoires ». C'est une initiative des territoires. C'est vraiment, l'intérêt il est là, c'est de mettre en relation et qu'une fois qu'on a identifié quelques freins, c'est du privé, du public, c'est trouver les bons acteurs, les bons financements et derrière pouvoir lancer la dynamique et recréer ce lien entre actes de production, consommateurs, citoyens et arrêter d'opposer le consommateur et le citoyen qui auraient deux comportements différents. Il faut réconcilier ces deux-là et c'est l'objectif. Je peux en témoigner, vous prenez des initiatives originales, notamment pour ramener le citoyen, par exemple, dans les fermes, avec les concerts à la ferme. Bon, c'est quelque chose, moi ça me parle, bon, pour des raisons personnelles, mais on voit que l'agriculture et culture, ça a souvent été opposé, ou en tout cas deux mots qui n'étaient pas conciliables. Ça devient maintenant une sorte de pont. Oui, il est clair que dans notre mission d'intérêt général et d'utilité publique, on a aussi comme objectif de trouver des points relais pour parler d'agriculture à notre place et avec nous. Et effectivement, il me semble que la culture, au travers de la musique, au travers des photos aussi, on a participé à Photoclimat à l'automne dernier à Place de la Concorde où une photographe a pu imager un petit peu notre travail avec son âme d'artiste. Et on parle d'agriculture autrement. Et là, on vient refaire du lien. Donc, merci de passer
de l'assiette à la culture, de lier les deux, mais tout est lié et c'est un ensemble qu'il faut le faire vivre. C'est important, n'est-ce pas, également associer la culture pour convaincre les plus jeunes, pour leur montrer aussi que les métiers parfois qui ne sont pas assez dévalorisés, qu'il y a un avenir. Alors, associer la culture et associer la formation, mais Voilà. tu le disais à l'instant, on a fait au-delà de ce qui est fait avec les fermes d'avenir, on a mis en place un dispositif de compagnonnage dans les fermes d'avenir avec des demandeurs d'asile, c'est-à-dire des personnes en situation régulière qui voulaient s'installer ou travailler, et ça a permis de trouver des emplois à des personnes qui étaient demandeurs d'asile. Il est question de gastronomie. Le groupe SOS a un traiteur de qualité qui s'appelle le traiteur T, dont le chef est Thierry Marx depuis des années, qui est un grand traiteur qui fait de la qualité à un prix très convenable, mais à un prix qui est le sien, c'est-à-dire un traiteur de luxe. Et comme dit Thierry, la qualité, ce n'est pas l'ennemi de la pauvreté, c'est l'ennemi de la médiocrité. Donc on forme des centaines de jeunes gens chaque année pour les métiers de la cuisine, de la restauration. On fait ça au Maroc, parce que le groupe SOS est présent dans 50 pays. On a des pépinières d'entreprises en Afrique du Sud sur les métiers de l'alimentation. Donc évidemment, c'est un sujet majeur et nous continuerons à l'investir avec l'aide de nos camarades et en particulier celle de mon voisin d'en face. Mais la Fondation Avril en prend aussi. Voilà. On Merci. approche de la fin de cette table. Et Célia, comment vous réagissez que le Collège culinaire de France par rapport à ces différentes initiatives? Est-ce que ça vous parle? Mais évidemment, toutes ces initiatives sont indispensables et importantes et c'est intéressant de voir des acteurs tels que ceux réunis autour de la table se poser la question. Moi, si je dois juste dire un mot, je pense qu'il faut remettre de l'humain et le territoire et la qualité au cœur de l'alimentation, et c'est en combinant les territoires, les humains, ceux qui font et ceux qui consomment, au cœur de ce qu'est la qualité. Et j'aime beaucoup cette phrase, je ne la connaissais pas, comme quoi la qualité n'est pas l'ennemi de la pauvreté, mais de la médiocrité, et je pense que c'est ça aussi, quoi. Très bien, madame, messieurs, je vous remercie beaucoup pour ce débat riche, diversifié. Bon, excusez-nous, il a été entrecoupé par des personnalités, mais je pense que c'était normal de les accueillir. Encore merci. On fait une petite photo si vous le voulez bien.